Commençons donc par le régionalisme classique. C'est la première incarnation. Je vous parlais d'un début de l'histoire quelque part vers 1945. C'est effectivement là que l'on a commencé sérieusement à parler de construction régionale. Et pour une fois, c'est l'Europe qui était à la manœuvre. C'est-à-dire dans ce contexte d'affaiblissement européen qui est celui des lendemains de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'Europe qui va faire preuve d'innovation. C'est la raison pour laquelle j'étudierai d'abord la genèse européenne du régionalisme, c'est-à-dire la manière dont l'Europe a inventé cette nouvelle catégorie. Et non seulement l'a inventée dans la pensée, mais l'a inventée dans ses mécanismes institutionnels et politiques. Que se passait-il en 1945 ? Une Europe exsangue, une Europe brisée, une Europe humiliée, une Europe à reconstruire. Avec, bien sûr, une idée très simple qui va s'imposer dans la tête d'un certain nombre de personnages. L'Europe est brisée parce que l'Europe a vécu plusieurs siècles de guerre intestine. Ce n'est plus possible. Cette marqueterie géographique que constitue le continent européen, dont je vous ai dit la semaine dernière qu'il avait quelque chose d'exceptionnel, est nécessairement belligène. La division entre États conduit à la compétition entre États, donc à la guerre entre États, donc à l'affaiblissement de tous les États. Et effectivement, on savait que le grand vainqueur de 1945, c'était les États-Unis, c'est-à-dire hors d'Europe. Et cette idée-là, vous la retrouvez chez un certain nombre de pionniers de la construction européenne, dont je vous fais défiler les photos pour vous les remémorer, le français Jean Monnet, l'italien De Gasperi, le belge Paul-Henri Spaak, l'allemand Konrad Adenauer. Pour tous ces hommes, l'enjeu de 1945, retenez bien ça, ça vous paraît évident, mais vous allez voir que tout va basculer dans un moment. L'enjeu, c'était dépasser les États. On en a marre des États. Les États nous ont apporté 2 guerres, 13 millions de morts pour la première, 60 millions de morts pour la seconde. Il faut donc dépasser cette idée. Et ils rencontraient ainsi, dans leur rhétorique politique, l'analyse d'un très grand monsieur. David Mitrany nous dit, mais dans le fond, à l'origine du politique, il n'y a pas l'État. À l'origine du politique, il y a quelque chose de beaucoup plus fort, qui est la nécessité de satisfaire les besoins fondamentaux de l'humanité. Mesdames et messieurs, la formule était lancée. L'une des plus grandes écoles de sciences politiques était ainsi animée. C'est ce qu'on appelle l'école fonctionnaliste. Le politique est là pour accomplir un certain nombre de fonctions, c'est-à-dire pour satisfaire un certain nombre de besoins. Non pas l'État, non pas la survie de l'État, mais les besoins fondamentaux d'un être humain qui a besoin de subsister, de s'alimenter, de se loger, de travailler, de se coordonner. Bref, nous dit Mitrany, reconstruisons le politique en pensant non pas à cette compétition millénaire entre États dont nous parlera plus tard Raymond Aron, mais en parlant en termes de satisfaction des besoins humains. Et nous dit Mitrany, rejoignant les politiques que je vous ai présentées il y a un instant, à partir de cette idée-là, on peut construire, ou plus exactement reconstruire, repenser, comme nous le faisons dans ce cours, repenser la paix. Qu'est-ce que c'est que la paix ? C'est la satisfaction harmonieuse des besoins humains. C'est ce que plus tard, le PNUD appellera « free from fear », c'est-à-dire émancipé de toute crainte, redonner à l'homme sa liberté en l'émancipant de la crainte de l'insécurité alimentaire, sanitaire, etc., économique. Et donc, la rencontre entre cette volonté pacifiste de quelques acteurs politiques essentiels et de cette analyse scientifique
à savoir, imaginons un ensemble capable de satisfaire harmonieusement les besoins humains, va lancer la construction régionale. Parce que Mitrany va aussitôt nous dire quelque chose d'important. Satisfaire les besoins humains, ça peut passer par l'État, mais quelquefois, il est plus facile et plus efficace de satisfaire ces besoins humains à travers de grands ensembles régionaux qui peuvent être plus pertinents, plus efficaces pour satisfaire les besoins humains. Ou alors, quelquefois, c'est le contraire. Allons vers le tout petit, le micro-micro, c'est-à-dire le village, la région subnationale. Mitrany a inventé ainsi une nouvelle échelle du politique, c'est-à-dire il y a différents échelons, il faut savoir trouver le bon échelon pour le mieux possible satisfaire les besoins humains. C'est ce que plus tard on appellera le principe de subsidiarité, exactement. Et donc tout ce monde va travailler en disant « agissons ensemble pour dépasser le carcan étatique et trouver le bon niveau de satisfaction des besoins de ces populations européennes martyrisées jusqu'à hier. » Mais alors, il y a un gros paradoxe. Qui va faire ça? Qui va faire ça? Les économies sont exsangues. L'industrie est démantelée. L'agriculture est blessée. Toute une génération sacrifiée. Qui va donc prendre en charge cette nouvelle page de l'histoire? Qui pouvait le faire en 1945, en 1950? Il n'y avait plus qu'un acteur qui se présentait comme volontaire, les États. Alors vous voyez le paradoxe de ce régionalisme classique. Les États qui vont avoir pour charge de s'entendre et coopérer pour définir une formule régionale mettant fin à la toute-puissance des États. Les États étaient invités à s'auto-limiter. Et ça va être justement toute l'énorme tension de cette première étape de la construction régionale. Faire appel à l'État pour éteindre et dépasser l'État. Alors les optimistes ont inventé le concept qu'on retrouve chez certains auteurs comme Ernest Haas par exemple, de spillover, débordement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un pari. On va prudemment inviter les États à passer des accords économiques, une coopération économique. Et puis on espérera que plus la coopération économique se développera, plus elle débordera sur le politique. En quelque sorte, le moteur économique de l'intégration va peu à peu créer les conditions d'une intégration politique irréversible. Ça, c'est un grand pari qui va marquer en quelque sorte les 20-25 premières années de l'histoire européenne. On va, et je vais vous le montrer dans un instant, réaliser un certain nombre de succès. Mais pourtant, cette méthode, dite aussi méthode intergouvernementale de construction régionale, c'est les gouvernements, les États, va buter sur un certain nombre de difficultés. Première difficulté, comment faire pour gérer ces échanges transnationaux qui vont précisément résulter du spillover? C'est-à-dire où le spillover ne marche pas et c'est fichu, où il marche, mais alors qui va prendre en charge ces échanges qui dépassent les États, qui se produisent au nez et à la barbe des États? Deuxièmement, un problème culturel. Avec la reconstruction, nous sommes dans un contexte, sinon de nationalisme, du moins de patriotisme exacerbé. Comment loger l'identité européenne dans ce travail de coopération régionale? Et puis, et surtout, j'espère que vous l'avez tout de suite pensé, à terme, une aporie, une contradiction insurmontable. C'est l'État qui négocie les abandons de souveraineté, mais est-ce qu'il n'y a pas fatalement un moment, un seuil où l'État dit « ben non, là je ne vais pas plus loin ».
et je vais même mobiliser mes ressources, comme l'a fait le général de Gaulle à plusieurs reprises dans les négociations d'intégration régionale, pour arrêter, c'est-à-dire pour ne pas aller au-delà d'un certain seuil qui remettrait définitivement en cause la souveraineté nationale. Donc vous voyez que le jeu était périlleux.